Bonsoir à tous, merci d'être là avec nous ce soir. C'est un grand honneur de pouvoir accueillir Michel Butor à Barcelone, de la main de Multipay, qui a tout organisé avec l'Institut français de Barcelone. Yannick Rasquet, ici présent, son directeur, nous a aidé à faire venir Michel Butor. Et la Fondation Tapias aussi. Et en fait, il va aller mardi à la Fondation Tapias aussi faire une conférence. Donc, on est très heureux de pouvoir avoir ce soir Michel Butor et Multipay. Et on va l'écouter avec grand plaisir, nous raconter comment ils ont, pendant de longues années, collaboré ensemble. Et voilà. Je vous passe donc Multipay. Merci beaucoup d'être là ce soir. Ça marche ou... Il marche, oui. Bon, voilà. Donc, merci beaucoup, mesdames, messieurs, d'être venus. Si vous pourriez, s'il vous plaît, éteindre les téléphones portables. Merci beaucoup. Donc, c'est un plaisir de recevoir pour la deuxième fois à Barcelone Michel Butor. La première fois, il est venu en 1984 pour présenter une œuvre qu'on avait déjà fait ensemble qui s'appelle toujours Maison hantée. Et à l'occasion donc de ces travaux, c'est la Fondation de la Cache qui a patronné la publication, a accueilli Michel, et l'Institut français de Barcelone a collaboré aussi, de façon que il y a juste 30 ans que Michel n'était plus revenu à Barcelone. Moi, il est venu, mais pas pour travailler, voilà, ça fait autre chose. Voilà. Donc, on est ici pour vous présenter un des derniers travaux qu'on a fait ensemble, pas tout à fait le dernier, je vous expliquerai tout de suite, et à la fois, on vous a amené un échantillon ou des œuvres qu'on a fait ensemble, tout au long donc de ces 30 quelques années qu'on se connaît, quoi. Parce que on s'est connus grâce à un ami commun, André Villers, qui c'est un photographe. Il était un copain à Picasso, et puis André Villers connaissait Michel Butor. Moi, j'ai été faire une exposition du côté de Nice, et puis du coup, on s'est connus et on a décidé de commencer à faire quelque chose ensemble. Donc voilà, ça c'est une amitié et un travail qui date depuis donc 82, 81 pour le précis, 82, etc. Bon, voilà. Donc un des derniers travaux qu'on a fait ensemble, donc c'est justement donc le bouquin que vous avez ici en face, je vais le prendre comme ça dans la main, voilà, hop. Et donc c'est en quelque sorte, moi je lui avais proposé le titre L'éloge de l'horizontale. Mais Michel, quand il a vu les dessins que je lui ai envoyés, il m'a proposé de changer légèrement donc, les titres et de dire Petit musée de l'horizontale. Pour la bonne raison que la plupart des œuvres qu'il y a dedans, ce sont basées sur des peintures très connu de l'histoire mondiale de la peinture et de l'art. Donc là, derrière, il y a les deux compères. Et donc, derrière, c'est-à-dire ça, on a décidé avec Michel qu'on allait poser les textes qui sont là. La clé pour découvrir à quelle œuvre d'art on fait référence, on allait la mettre à la fin. Pourquoi, si vous prenez le bouquin, la clé est derrière. Si jamais vous tombez sur un tableau que vous avez oublié, là, et cette table des matières, ça a été fait par ma femme, quoi. Alfina, une spécialiste dans l'histoire de l'art. Voilà. Donc, regardez bien que ce petit musée de l'horizontale, en réalité, est composé de 4 galeries qu'il a mis les titres Antiquité, Renaissance, Classique et Moderne.
entrecoupé des préludes, amuse-gueule, interludes, apéritifs et postludes. Parce qu'il y a tout, non? Bref, comme vous pouvez vous imaginer, ça, on a pris ça un peu dans le sens humoristique, mais je vais passer la parole à Michel qui va vous expliquer pourquoi il a écrit des textes qui sont très subtils et que, si on regarde bien le tableau qui est à côté, enfin le tableau de dessin, vous verrez que ça a été écrit comme des haïkus avec un titre en haut et puis sont très subtils. Ceci dit, pour les gens qui ont les français un peu rouillés, disons, il y a quelques exemplaires qui ont une séparate dedans, de façon que, pour ceux qui ont oublié, la traduction au catalan est derrière. Et en plus, on a ajouté aussi, donc, pour les prologues, on a ajouté un deuxième texte. Voilà. Si jamais vous voulez les prendre, vous pouvez les prendre avec la séparate ou sans, à votre façon de voir. J'ai un bouquin ici, c'est un bouquin de Michel Buteau. Il a écrit 4 romans. Non, c'est ça? Et avec la modification, en 1957, il a eu les prix Renaudot, un des prix de la littérature française les plus connus de tous. En 1957. Voilà, c'est 57. ça. Hein? Donc, celui-là, si jamais ça vous intéresse, Laurence, que je dis Laurence Bonce, il y a quelques exemplaires de la modification que vous pouvez les avoir. Alors, voilà, Laurence qui arrive. À part ça, donc, comme je vous ai dit, vous avez un échantillon de 13 sur les 19 œuvres qu'on a fait ensemble avec Michel depuis qu'on se connaît. Donc, dans lesquelles, il y en a plusieurs exemplaires. Et ce qu'on a fait ici, pour que vous les voyez plus facilement, donc il y a, par exemple, ici on a mis deux illustrations par exemple, de ces œuvres qu'on a fait ensemble. Ou là, on a ici, par exemple, celle-là sur les pommes de soupir, vous connaissez tous, et c'est les pommes de soupir, venez. Vous savez pourquoi on disait que c'est des pommes de soupir. Parce que ici, il y avait, ça c'était où on jugeait les gens, et ça c'était la prison. Alors on voit, dès qu'il passait par là, c'est une pomme de soupir. Voilà. Là, ce sont les illustrations qui sont dans cette œuvre-là. Donc, sur l'écran japonais, donc, ça a été fait non seulement avec les textes de Michel, les a écrits lui, spécialement pour cette œuvre. Et moi, j'ai fait les illustrations à partir des photos qui avaient été faites par Marie Jouton, c'est-à-dire sa femme. Et Sally de Palau nous a ajouté une musique qui est extraordinaire, et après, vous pourrez écouter un peu, alors qu'on voit dans l'œuvre, il y a les CD avec la musique de Sally de Palau. Donc, après, il y en a d'autres, il y a des œuvres qui sont un peu plus compliquées, je dirais. Donc, de cela, il y a la version catalane et la version française. Là, je vais vous montrer une œuvre qui est très très belle, mais que ça donne beaucoup de bruit. Voilà. On a la lumière ici, vous pouvez le voir, ça c'est la balade d'Herbus. Donc Herbus c'est catalan, c'est Herbus. Et donc encore, je vais vous présenter ça. Ça c'est un point qui Michel a écrit depuis longtemps. Et moi, j'avais connu, j'ai eu envie d'interpréter ces poèmes. La balade du sexe féminin. Alors là, j'ai mis presque 25 ans à trouver la solution esthétique pour que ça soit bien beau, ça fasse honneur au texte qu'il a écrit et
qu'en réalité soit visible, compréhensible et soit politiquement correct. Voilà. Donc, à côté, vous avez encore les labyrinthes des muses. Ça, c'est un poème qui a écrit Michel aussi, à partir pour les muses, avec sa maman. La maman de toutes les muses. Voilà. Donc là, vous avez quelques photos de lui que j'ai travaillé à ma façon. Ça, c'est la découpure de l'étrave, c'est pour les figures de proue, Mascalon Jotlo. Hein. Et là, Michel, il a fait tout le texte à la main. Alors, les 12 exemplaires qui existaient, il les a fait tout à la main. Et là, c'est une petite merveille. Ça, c'est une commande que je lui ai passée. Je lui ai dit, Michel, il faudra qu'un jour, tu écris un texte à propos de ces tableaux. Et à propos de ces tableaux, il m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire avec ça, Marty? Et je lui ai dit, bon, ça dépendra de ce que tu vas m'écrire. Alors, il a dit, non, attention. Tu vas me faire un petit théâtre dans les portes, quand ils vont s'ouvrir, il y aura les textes que je vais composer. Alors là, il a écrit, enfin, je vais vous serrer un peu le pompe, hein, Michel. Pour moi, c'est un des meilleurs textes qu'il a jamais écrit. Quoi. Voilà. Bon. Alors, comme quoi, je pense que je vous ai presque tout dit. Vous avez donc, après, vous pourrez voir donc, les œuvres, vous pouvez les regarder bien comme il faut. Si jamais vous voulez avoir un exemplaire d'une petite musée de l'horizontale, soit vous le demandez avec ou sans la séparate. Hein, et voilà. Michel, oui. Vous voulez dire quelque chose à propos de ça? Parce que bon, je parle beaucoup, mais vous êtes un spécialiste. Allez, va. Merci. Je suis très heureux de me trouver à Barcelone avec Marty. Je suis venu souvent à Barcelone et j'ai vu Barcelone changer parce que je suis venu pour la première fois à Barcelone au début des années 50. Ça fait par conséquent plus de 60 ans que je connais Barcelone. Et il y a 60 ans, Barcelone était très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Ça n'était pas du tout aussi vif. Hein. Et j'ai vu donc les choses peu à peu se transformer. C'est pour moi toujours un grand plaisir de revenir ici et de voir cette ville en quelque sorte fleurir. Non seulement la situation politique était bien différente, mais la ville était très différente en ce sens que on ne voyait pas la mer depuis la ville, parce que les bâtiments du port fermaient la ville sur la mer. Tandis que maintenant, ça a été complètement dégagé, et donc ça fait une ville tout à fait magnifique à cet égard. Le site de la ville est devenu beaucoup plus aéré. Donc, j'aime beaucoup me retrouver ici. Et j'ai donc travaillé avec Marty, et ça a été un grand plaisir pour moi. Il a expliqué comment nous nous connaissons depuis plus de 30 ans, par l'intermédiaire d'un ami photographe. Et j'ai été frappé dès le début par la façon dont il travaille. Parce que il n'est pas un peintre, il est un découpeur. Il prend des images et puis, avec une paire de ciseaux ou bien des cutters, il imagine une ligne qui traverse l'image et qui la transforme en deux moitiés. Et ces deux moitiés, c'est comme le négatif et le positif. Alors, avec une image, il fait deux images. Quelquefois, c'est plus compliqué, mais vous verrez, dans beaucoup d'endroits, vous pouvez retrouver la ligne extrêmement complexe qui sépare les deux versions. Si vous voulez, le verso et le recto de l'image. Et ça donne l'impression, lorsqu'on voit les œuvres l'une à côté de l'autre, ça donne l'impression qu'une image est l'ombre de l'autre. Que l'on voit
tout le blanc. Vous voyez, je vois par exemple cette image avec un moine japonais qui ratisse un jardin de sable. Eh bien, il y a l'autre image qui est son inverse. Et vous voyez, tout autour de ce qui subsiste de l'image originale, il y a tout un blanc qui est là. Et ce blanc est habité, donc d'une façon qui est tout à fait particulière. Alors, si vous voyez, il y a les deux images l'une au-dessus de l'autre. Une image qui est non seulement le positif et le négatif, mais là, c'est renversé de droite à gauche. Alors, c'est une espèce il fait une espèce d'analyse à l'intérieur d'une image. Ça peut être une des siennes d'ailleurs, mais ce qui m'intéressait le plus, c'était les images qu'il découvrait, des photographies par exemple. Ces deux livres-là sont faits à partir de photographies. Et la façon dont, avec le découpage, il fait une analyse de l'image. Il nous montre deux éléments qui se sont rencontrés. Et tout seul, nous n'aurions pas été capables du tout de voir qu'il y avait autant de choses. Il révèle le blanc ou le noir qu'il y a derrière toutes ces couleurs. Alors tout ça, ça m'a passionné. Donc, ça a été très intéressant pour moi de faire des choses avec lui. Par exemple, pour essayer de remplir ces blancs, de faire parler ces blancs. La première œuvre que nous ayons fait ensemble, c'est au moment de ce film dont il a parlé, qui s'appelle Maison hantée. Eh bien, c'est un petit livre fait avec notre ami photographe, André Villers, qui s'appelle Les complices. Et alors, c'est un ensemble de variations sur... Voilà, je vais vous montrer. C'est un ensemble de variations sur une image. Ça, c'est un découpage de Marty. Et vous voyez que le découpage est fait avec deux lignes. Vous pouvez suivre la ligne ici. Et puis une autre ligne ici. Et avec seulement ces deux lignes, il réussit à faire une image extrêmement complexe avec des X, etc. Et à l'intérieur, cette double silhouette a été remplie par notre ami André Villers, a été remplie par des photographies. Et donc, cela donne chaque fois des images profondément différentes. Et à l'intérieur de ces deux blancs plus importants, j'ai essayé de mettre des textes pour faire parler ces images si différentes les unes des autres. Alors, voilà donc une des premières aventures que nous avons eues. Et comme ça nous a plu, eh bien, on a continué. Et en général, c'est Marty qui commence. D'ailleurs, dans la plupart des cas, avec les artistes, en ce qui concerne les artistes avec qui je travaille, dans la plupart des cas, c'est eux qui commencent. Ils me demandent quelque chose. Alors, chez Marty, il utilise quelquefois des textes que j'ai déjà faits, que je peux avoir faits pour d'autres artistes, mais qui l'intéressent, et il veut, si vous voulez, reprendre ces textes aux artistes pour lesquels je les avais faits en premier. Et naturellement, je donne toujours l'autorisation, parce que ça m'intéresse beaucoup de voir ce qui arrive à un texte que j'ai fait pour quelqu'un, qui est repris par un autre et qui se transforme de cette façon-là. Alors il y a un certain nombre de ces livres qui ont été faits à partir de textes antérieurs, de textes faits auparavant. Alors dans ces livres-là, j'ai presque plus rien à faire. Là, le livre sur les muses, par exemple, c'est un texte que j'avais fait pour un autre ami,
il a repris, il a fait quelque chose de complètement différent, et moi, à la fin, je n'ai plus qu'à signer. Alors ça, c'est merveilleux. Mais pas toujours, hein. Pas toujours. Ah non, pas toujours. Pas toujours. Je dis, là, ces livres-là, la balade du sexe féminin, Mais là, c'est fait pour un autre. Il a écrit tous les textes à la main. Oui. Dans certains cas, alors il me demande des textes, et bon, j'essaie de le satisfaire, et il y a un certain nombre de ces œuvres où j'ai écrit à la main. Alors je veux signaler en particulier un certain nombre d'œuvres qui concernent le Japon, parce que nous avons tous les deux été passionnés par le Japon. J'ai eu la chance d'aller plusieurs fois au Japon, et surtout d'être invité par une université de Tokyo à venir parler pendant 3 mois. C'était au printemps, nous avons passé avec ma femme tout un printemps au Japon. Il y a déjà longtemps. Et c'était le printemps, et il a plu tout le temps. Il a plu tout le temps. Ça, c'est très important. Ça m'a fait comprendre beaucoup de choses sur la réalité japonaise. Oui, il y a de célèbres estampes japonaises avec beaucoup de parapluies. Hein. Et ces estampes ont inspiré ensuite Renoir, où il y a beaucoup de parapluies. En effet, le Japon c'est le pays des parapluies. Et il pleut surtout au printemps. L'hiver est très froid, avec souvent de la neige. Et puis ensuite, le printemps est très pluvieux, et c'est cette pluie très abondante qui donne l'abondance des fleurs. Parce que les Japonais sont extrêmement attentifs aux fleurs. Et dans les monastères japonais se spécialisent dans la culture de telle ou telle fleur. Et pendant le printemps, au Japon, on va visiter les glycines dans tel monastère, les iris dans tel autre monastère, les cerisiers, naturellement, dans un certain nombre de monastères. Et alors, on suit cela. Et tout cela, c'est en général sous la pluie, sous une bonne pluie qui dure toute la journée. Non seulement il pleut presque tous les jours, mais il pleut presque toute la journée, tous les jours. Pendant ces 3 mois au Japon, nous avons eu 2 jours de beau temps. Nous étions allés 2 jours de grand soleil, ça c'était très beau. Nous étions allés dans une ancienne capitale qui s'appelle Nara, et là il a fait un temps magnifique, mais malheureusement c'était le moment des événements de la place Tiananmen à Pékin. Et ça mettait un peu de trouble, je dirais, dans le beau temps. Alors il y a d'autres moments, naturellement, où il fait beau. L'été, il fait très chaud et très lourd, et à l'automne, alors il fait beau. À l'automne, il ne pleut plus, et les Japonais conseillent de venir voir leur pays en automne, parce que c'est le moment des érables. Et alors les érables deviennent roses, oranges, rouges, etc. Ça fait un déploiement de couleurs tout à fait magnifique. Alors évidemment, il y a aussi des monastères qui sont spécialisés dans les érables. Et il y en a, donc, il y a des tout petits jardins avec des graviers ou du sable. Et alors il y a un érable qui est planté. C'est à ce moment que Marie-Jo a Oui, fait des ça. photos. Et alors, on a donc, et les érables perdent leurs feuilles, et tous les matins, les moines viennent contempler le dessin que forment les feuilles sur le sable. Alors là, donc, avec ma femme Marie-Jo, nous avions passé ce printemps au Japon. Et au Japon, à l'époque, c'était le pays de la photographie. C'était eux qui faisaient tous les appareils de photographie de grande qualité. À cette époque-là, c'était au Japon.
Aujourd'hui, ça a beaucoup changé, puisque maintenant, on fait de la photographie avec les téléphones, donc c'est tout à fait autre chose. Et alors, Marie-Jo, ma femme, qui avait fait un peu de photographie, mais de famille, a commencé à photographier un peu au Japon, et alors des amis japonais lui ont donné des appareils beaucoup plus beaux que ceux qu'elle avait auparavant. Donc, elle s'est mise à photographier beaucoup, et au Japon, c'était le paradis des photographes, parce que tout le monde se photographiait tout le temps. Et lorsque, dans une foule japonaise, lorsqu'il y avait par hasard un japonais qui n'avait pas d'appareil de photo, il vous demandait de le prendre en photographie, sans vous donner son adresse après pour qu'on puisse envoyer. Non, c'est simplement pour participer. Et alors, elle a fait des milliers de clichés, et nous avons pu en publier un certain nombre. Alors, il y a elle est morte maintenant, il y a quelques mois, un éditeur de Genève a publié 100 photographies japonaises de Marie-Jo. C'était des diapositives, c'est-à-dire des photos qu'on regarde, pas qu'on projette, ça ne se fait plus maintenant, on projette sur un écran. Et pour un congrès d'études de la photographie qui avait lieu à Rome, nous avions fait un diaporama, comme on disait à l'époque, et on mettait 100 diapositives dans une espèce de manchon ou de carrousel, et avec une petite machine, donc on faisait tourner ça et on avait les images les unes après les autres. Et pour ces 100 images, j'avais fait 100 légendes, 100 petites légendes. Alors, Marty a vu ce livre de Marie-Jo et il a été intéressé par ses photographies. Et il a fait des images à partir de photographies, des images découpées en noir et blanc. Donc, là aussi, ça m'a fait voir ces images que je connaissais très très bien, évidemment. Ça me les a fait voir d'une façon différente. Alors, j'ai écrit des textes à l'intérieur de ces images. Vous voyez, ces images sont pour moi une superposition d'un très grand nombre de choses. Le séjour au Japon, les photographies du Japon, le diaporama, les légendes, etc. Puis ensuite, ces interventions. Et évidemment, j'ai fait des textes complètement différents de ceux qui pouvaient servir comme légendes aux photographies originelles. Donc, à l'intérieur de chacune de ces interprétations, donc il y a une nouvelle couche, si vous voulez, qui vient. Alors, évidemment, il y a un certain nombre d'œuvres dans lesquelles Marty a fait des images, et puis je me suis efforcé de remplir, comme j'ai dit tout à l'heure, les vides. Et quelquefois j'ai écrit moi-même, mais un certain nombre de fois, c'est lui qui a recopié mes textes avec beaucoup de soin. Et donc, par exemple, c'est ce livre qui est sur Istanbul, Constantinople, et puis là, ce livre qui est des images japonaises, d'autres photographies du Japon, sont des photographies de Marty. Celle-là, oui. Celle d'Istanbul, Constantinople, celle-là, non. Celle-là, non. Bon. Voilà, alors, voilà comment nous avons travaillé ensemble. Et moi, j'aime beaucoup travailler avec des artistes de toute façon. Ça me donne des tas d'idées. Et puis, avec Marty, c'est extraordinairement productif parce que dans certains cas, bon, il fait tout le travail. Dans ces livres pour lesquels il prend un texte que j'ai déjà fait, je n'ai même pas à écrire le texte. Et quelquefois, il y a un texte que j'ai déjà fait, ça l'inspire pour une œuvre, et j'écris quand même un autre texte, parce que j'estime que ça ira mieux, et puis ça me donne des idées. Voilà. Alors, s'il y a quelqu'un qui a des questions à nous poser... Allez-y, c'est le moment.
j'essaierai de répondre. Et Marty aussi. Monsieur Vuitton vous impressionne? Non, il faut. Parce que. Non? Rien n'a pas de questions à poser là. Bon, voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'on continue, on fait des choses comme ça. C'est-à-dire aussi qu'à un moment donné, je devais faire une exposition au nord de Lyon et la femme qui s'occupait de cette exposition, c'était la conseillère municipale de culture. En regardant mon curriculum vitae, elle a découvert que je connaissais Michel Butor. Oh là, vous connaissez Michel Butor? Et puis, moi j'ai dit oui. Est-ce que vous pourriez le faire venir? Je l'ai toujours essayé. Moi j'ai passé un coup de téléphone à Michel. Et puis j'ai dit, Michel, est-ce que vous viendrez bien à Tarare? Et il m'a dit, oui, bien sûr. Et puis, donc, mais il faut que vous déjà, vous donnez quelque chose quoi, pour faire venir. Oula, la conseillère, quand elle a su l'argent, oula, plus vite, la question. Alors moi, j'étais très étonné parce qu'elle dépensait tous les week-ends. Donc, pour des petits orchestres comme ça, elle dépensait 10 fois plus. Je me suis dit, ben voilà, mettez-vous d'accord. Alors finalement, je suis monté dans le petit village de Saint-Cyr-des-Châteaux, je parlais avec le maire, et il m'a dit, écoute, pourquoi on ne le fait pas ici? Il faut dire que Saint-Cyr-des-Châteaux, c'est un des plus petits villages de la France. En tout cas, c'est des plus petits de la région Rhône-Alpes. Pour vous dire que quelques ans plus tard, un couple qui passait dans la rue, la seule rue qu'il y a dans le petit village, il parlait à la dame, il disait, tu le vois ce village? Tu le vois? Donc, c'est simple. Il y a quelques années, je ne sais pas comment ils ont fait venir Michel Butor. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé ce qu'on appelle l'art et l'écriture. Et donc, on fait en principe tous les 2 ans. Et le premier invité, c'était Michel. Et pour fêter, en 2003, exactement, au moment qu'on a fait ça ensemble. Et pour fêter les premières 10 ans de l'art et l'écriture à Saint-Cyr-des-Châteaux, c'est qu'on a sorti ce bouquin et il est revenu à Saint-Cyr pour signer les œuvres donc, que vous avez sur votre. Voilà. Voilà, oui. Alors, en ce qui concerne ce livre-là, le Petit Musée de l'Horizontale, alors, évidemment, c'est Marty qui a fait les dessins, et puis, c'est des dessins humoristiques. Et moi, je n'ai pas l'habitude de faire des livres humoristiques. C'était un grand problème pour moi. Comment je vais réussir à m'enfiler là-dedans? Et comme il a raconté, donc la relation à l'histoire de l'art est très importante dans cet ensemble. Alors j'ai construit le livre, il m'avait donné les dessins, j'ai mis les dessins dans l'ordre qui me plaisait, et puis j'ai fait des petits textes, des petits distiques. Je crois que c'est des vers de 6 syllabes. Alors, ça réunit tout l'ensemble. Ça fait que tous ces dessins, qui sont très, très variés, et très variés comme esprit d'ailleurs, sont tous comiques, mais des comiques très, très différents. Donc, cette forme des petits distiques ça va être comme les anneaux, si vous voulez, les anneaux qui réunissent tous les éléments de cette chaîne. Tout ça, ça devient une espèce de collier, si vous voulez, avec des perles qui sont là les unes après les autres. Alors ça, j'ai jamais fait d'autres livres comme ça. Pourtant, j'en ai fait des livres. Mais là, un livre humoristique, non, j'en ai jamais fait d'autres. Alors, c'est très,
passionnant pour moi de me sentir obligé de faire quelque chose que je n'ai jamais fait et de réussir à trouver une solution pour l'énigme que me pose cette demande. Il y avait d'autres. Je dis, c'est un livre qui est unique dans ce que j'ai fait, mais quand même, ce problème, il se retrouve dans tous les autres livres, parce que lorsque j'ai la chance qu'ils prennent un texte que j'ai déjà fait, bon, je le laisse faire, j'attends de voir ce qui sort. Bon. Et puis, mais quand ils me demandent de faire un texte, alors c'est toujours très intéressant. Ils me demandent comment je vais faire pour réunir ces images. Oui, les images sont découpées, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Ça fait une espèce de... Dans beaucoup, ça fait un recto et un verso. Hein. Ça fait une image comme une ombre de l'autre, ou bien comme l'arrière de l'autre. Et moi, je suis toujours très intéressé pour regarder ce qui est à côté de ce qu'on me montre. Vous voyez, je me souviens, quand j'étais jeune, j'ai rencontré un autre photographe qui s'appelle Henri Cartier-Bresson. Je faisais un petit interview de lui, et il m'a dit, c'est lui qui m'a dit, quand je fais des reportages dans des pays, eh bien, j'essaie toujours de regarder à côté de ce qu'on me montre. Et il venait de faire un voyage en Russie, et évidemment, c'était très difficile pour lui de photographier ce qu'il voulait. Alors, pour cela, il fallait absolument pour lui photographier ce qu'on lui montre, et puis juste après, comme par erreur, il photographiait ce qu'il voulait. Et ça m'a beaucoup impressionné, ça. Et donc, plus tard, je me suis dit, oui, il faut regarder ce qui est à côté de ce qu'on vous montre. Et il faut regarder ce qu'on vous montre, de toute façon. Il ne faut pas être prétentieux et dire ce que cette personne veut que je regarde, ça ne vaut pas la peine. Non. Il faut toujours essayer de comprendre pourquoi on vous montre ceci. Mais pour comprendre pourquoi, il faut voir ce qu'il y a autour. Alors, ce qui fait que dans les musées, je regarde les tableaux, bien sûr, mais je regarde aussi les cadres qui sont autour des tableaux. Et c'est très intéressant. Et puis je regarde les murs sur lesquels sont les tableaux, et ainsi de suite. Et ça fait que, peu à peu, on voit se développer une réalité qui est en grande partie cachée. Et cette réalité cachée, c'est ce qui fait que ce qu'on ne voit pas, et surtout ce qu'on ne veut pas que nous voyons, ben c'est évidemment la raison de tout ce qui va mal. Nous vivons dans un monde d'illusions. On nous montre un certain nombre de choses, on nous dit un certain nombre de choses, nous y croyons, mais en réalité, il y a toutes sortes d'autres choses qui sont à côté, qui sont derrière, etc. Et si nous réussissons à voir ce qui est ainsi occulté dans notre vie habituelle, eh bien, évidemment, les choses se mettent à changer. Donc, c'est très, très important de regarder, disons, d'avoir ce qu'on pourrait appeler une vision marginale. Alors, j'ai eu toujours envie de voir ce qui était au-delà de ce que je voyais d'abord. Donc, j'ai toujours eu envie, dès mon enfance, j'ai eu envie de franchir des frontières, de regarder de l'autre côté de la frontière espagnole ce que c'était que l'Espagne ou la Catalogne, etc. Bon. Vous voyez, par exemple, je prends cet exemple, l'Espagne, la Catalogne, un petit Français qui se représente l'Espagne. Pour lui, l'Espagne, c'est un pays unifié comme la France, où tout le monde parle à peu près la même langue. Et puis, quand on traverse la frontière, on s'aperçoit que
c'est beaucoup plus compliqué que ça. Tiens, par exemple, à Barcelone, on parle catalan, même quand on vous l'interdit. Alors évidemment, on veut faire croire qu'on parle castillan à Barcelone pendant longtemps. Et on a voulu le faire croire d'une façon sanglante quelquefois. Alors donc, on traverse la frontière et on s'aperçoit que ce que l'on vous disait en classe sur le pays d'à côté n'est pas tout à fait vrai. Et quand on revient en France, on s'aperçoit d'une façon tout à fait inattendue que, tiens, en France aussi, il y a un pays où on parle catalan. Ce dont on ne s'était pas du tout aperçu auparavant. Ou bien il y a un pays où on parle breton, alors que pendant longtemps, il était tout à fait interdit aux petits bretons de parler breton en classe, hein, que j'étais puni sévèrement. Alors maintenant, on ne parle presque plus breton en France, ce qui permet d'étudier le breton à l'université. Parce que une fois qu'on ne parle plus une langue, les gouvernements considèrent qu'elle n'est plus un élément de discorde. Mais vous voyez, en ce moment, vous savez ce qui se passe en ce moment, à propos d'un problème linguistique. Bon, il y a une guerre est prête d'éclater en ce moment même, à cause de la façon dont nous voyons un problème linguistique en Ukraine et dont les Russes voient ce problème linguistique. Là, je fais tout à fait un détour. Je suis allé une fois en Russie, il y a déjà longtemps, et j'ai passé une semaine en Russie, 4 jours à Moscou et environ 3 jours à Leningrad, dont personne n'imaginait à l'époque qu'un beau jour, cela s'appellerait de nouveau Saint-Pétersbourg. Mais ça, c'était inimaginable. Et puis, j'ai passé aussi 3 jours à Kiev. J'étais accompagné par un charmant traducteur qui venait de se marier. Et donc, ce qui était très bien pour moi, parce que le soir, au lieu de continuer à surveiller ce que je faisais, eh bien, il n'avait qu'une envie, c'était de rentrer chez lui et de retrouver sa femme. Mais il m'a accompagné à Kiev, et là, il a eu la surprise de s'apercevoir qu'à Kiev, on ne parle pas russe. Alors évidemment, on parle russe quand même, parce que le russe était absolument obligatoire dans toutes les écoles, etc. Et que comme dans d'autres pays, on ne parlait ukrainien que chez soi, etc. Bien que l'ukrainien est une langue qui a eu une grande littérature au Moyen-Âge, etc., etc. Et donc, ce jeune russe, qui parlait si bien français, n'avait pas idée que, dans une ville aussi importante que Kiev, on ne parlait pas, on parlait une autre langue. Ils savaient tous un peu de russe, mais ils ne voulaient pas parler russe. Et oui, quelquefois les choses se retournent. Et quand on a oublié un certain nombre de choses très importantes, eh bien, ça se met ces choses se mettent à se venger par la suite. Donc, voilà. Je referme cette énorme parenthèse, excusez-moi, pour vous dire à quel point, pour moi, c'est important de travailler sur les frontières, sur les limites. Et dans les images de Marty, alors je vois, je poursuis, enfin, il poursuit le tracé d'une limite. Une ligne, et souvent, cette ligne est extraordinairement contournée, complexe, mais souvent, il y a une ligne qui introduit une frontière entre l'envers et l'endroit de quelque chose. Et mes textes se glissent à l'intérieur de cette espèce de fissure qu'il a réussi à introduire dans la réalité. C'est un peu comme un fruit. Il épluche le fruit.
avec son cutter, là, il prend la pêche et il fait une incision et il ouvre donc les deux morceaux de la pelure et à l'intérieur, il y a le fruit qui est justement ce qu'on ne voyait pas encore. Voilà. Bon, est-ce que maintenant il y a quelqu'un qui aurait une question à poser? Oui? Oui. Allez-y. Vous n'avez jamais eu envie de prendre des ciseaux vous-même? Vous qui avez travaillé- Ça vous... Si, il prend les ciseaux pour faire ses lettres, pour découper les cartes postales. Ah oui. Alors, je m'excuse, mais je suis sourd. Je suis vieux, je suis sourd, j'ai des appareils comme ça qui marchent assez bien, mais quand même, c'est pas la même chose qu'autrefois quand j'avais de bonnes oreilles. Alors il faut être un peu indulgent, il faut bien articuler. Alors, oui, il m'arrive de prendre des ciseaux, mais il m'arrive de faire des très modestes incursions dans le domaine des arts plastiques. Quand j'étais enfant, j'ai beaucoup dessiné et j'aurais bien aimé devenir un peintre. Mais j'avais envie aussi j'étais très tenté aussi par la musique. Et alors, entre la peinture et la musique, je suis tombé dans la littérature et j'y suis resté. Mais dans ma littérature, il y a toujours une nostalgie de la musique. Et je voudrais faire entendre des choses. Et il y a une nostalgie de la peinture. Je voudrais faire voir des choses. Quand j'ai pris ma retraite comme professeur, je me suis dit que j'allais pouvoir faire des tas de choses. Je me suis dit que j'allais pouvoir, par exemple, refaire de la photographie. J'ai fait de la photographie pendant 10 ans. Et puis, au bout de 10 ans, je me suis arrêté parce que il y avait d'autres photographes autour de moi. Bon, je me suis dit... Et je me suis dit, je vais prendre ma retraite, 65 ans, je vais pouvoir me remettre à faire de la photo. Pensez-vous? Pas le temps, impossible. Et je me suis dit, je vais pouvoir me remettre à faire un peu de peinture. Alors, mes collègues de l'université de Genève m'ont offert comme cadeau de départ une très jolie boîte d'aquarelle que j'ai essayée, c'était très bonne qualité, mais j'ai absolument pas eu le temps de m'y remettre véritablement. Quand on prend sa retraite, très souvent, on a encore moins de temps qu'avant. Parce que le temps s'accélère de toute façon. Alors, pour alimenter légèrement la fringale plastique, si vous voulez, qui m'habite, alors je découpe des cartes postales pour faire mon courrier. Quand je faisais des photographies, je faisais mon courrier au dos de photographies. J'envoyais à des amis des lettres au dos de mes photographies. Je n'ai plus fait de photographie. Je commençais à beaucoup voyager. J'envoyais des cartes postales. Et puis, je me souviens très bien, à une époque, j'étais avec des amis en Suisse pour Noël. Et à cette époque-là, c'était la mode des cartes de vœux. Aujourd'hui, on envoie encore un peu de cartes de vœux, mais beaucoup moins. Aujourd'hui, on prend son téléphone portable et on envoie un texto, meilleurs vœux. Tandis qu'à l'époque, on envoyait, les gens prenaient du temps pour choisir des cartes dans les magasins. Il y avait des magasins spécialisés dans les cartes de vœux. Et les artistes faisaient des petites œuvres spéciales pour envoyer leurs vœux, ce qui était très très bien. Et il y en a quelques-uns qui continuent maintenant. J'ai toute une collection de cartes de vœux d'artistes avec des choses délicieuses. Et alors je me suis mis à décider de faire des cartes postales de vœux. J'ai commencé avec des cartes postales de
des montagnes suisses, j'ai commencé à faire des espèces de filets sur ces cartes postales, de recouvrir ces cartes postales de fils. Ma femme avait elle faisait beaucoup de couture, alors elle avait des bobines de fil et avec des quantités de nuances différentes, parce que vous savez quel problème c'est de trouver le fil qui convient pour réparer une chemise. Alors, j'ai pris ces fils et j'ai fait, en mettant des encoches au bord de la carte postale, j'ai fait recouvrir la carte postale d'une sorte de filet, comme ça, avec des diagonales. Alors, ça permettait des tas de combinaisons différentes. Et ça faisait une espèce de... Oui, c'est la couture. oui, oui. C'était presque du tissage. Et puis peu à peu, donc, je me suis mis à découper des cartes, à mettre des éléments d'une carte dans une autre, et puis à faire des cartes avec des éléments mobiles, etc. Et je continue maintenant. J'écris tout mon courrier, enfin, sauf pas les déclarations d'impôts, naturellement, mais j'écris tout mon courrier avec des cartes transformées. Et j'ai la chance maintenant d'avoir des amis qui flattent mon goût des cartes postales parce qu'ils fabriquent des cartes postales spéciales pour moi. Des amis photographes ou peintres, alors, bon, ils font des portraits de moi ou des images, et puis ils me fabriquent des cartes postales. Et, ensuite, je découpe. Ça me trouble quelquefois de couper à l'intérieur de ma tête, mais je regarde, vous voyez, ça me permet de regarder un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis j'arrange, j'arrange tout ça. Non, mais en réalité, donc, ces cartes postales, les lettres pour moi, qui m'envoient, ce sont des œuvres précieuses, hein, elles sont magnifiques, je les garde toutes absolument. Ah, oui, même avec l'enveloppe. J'espère. Moi aussi, je garde les lettres que je reçois de mes amis, surtout si c'est des œuvres d'art, bien sûr. Oui. J'ai deux questions. La première qui s'adresse à vous deux. Est-ce que vous êtes en train de préparer la suite du petit musée de l'horizontale? Oui, mais La c'est seconde pas question à Michel Butor. Êtes-vous en train de préparer un nouvel ouvrage de littérature ou avez-vous cessé totalement? Eh bien, première réponse à la première question. Peut-être que Marty est en train de préparer un second volume, ça, mais je n'en sais rien. Non, je sais pas, c'est vrai, mais là, je veux lui jeter la bombe. Mais il dit qu'il fera d'autres choses. C'est-à-dire que, après l'horizontale, il faut travailler la verticalité. Alors lui, il ne sait pas, mais il devra travailler sur la métaphysique de la verticalité. De quoi? La verticale. Non, mais pourquoi pas? Et là j'expliquais à... Mais il fera autre chose. Parce que, Et puis moi aussi. comment ça se passe? Où se passe la métaphysique de la verticalité? Tout simplement dans les cloîtres des monastères ou des églises. Parce que tu as, la seule possibilité, c'est la métaphysique de la verticalité. Donc voilà. Donc, on parlait là de la métaphysique. Lui parlait. Mais... Moi, je ferai des découpages à partir, probablement, d'un cloître célèbre qui existe en France, et un des plus beaux jolis, c'est Moisson. Ah oui. Donc, comme ça, je vais l'engager à qu'il travaille sur Moisson. Eh bien, nous verrons. Enfin, pour l'instant, c'est la première fois que j'en entends parler. Mais alors, vous voyez, c'est formidable, ça se renouvelle tout le temps, ça recommence. Bon. Alors, en ce qui concerne l'autre question, j'ai beaucoup écrit dans ma vie. Et alors, j'ai eu la chance de pouvoir publier mes œuvres complètes. Ce qui est tout à fait un privilège pour un écrivain d'aujourd'hui. Au XIXe siècle, les gens publiaient leurs œuvres complètes. À 40 ans, ils commençaient à publier leurs œuvres complètes. Et puis, comme ils écrivaient encore, ils faisaient de nouvelles œuvres complètes. Alors, donc, j'ai eu la
possibilité de rassembler tout ce que j'avais publié comme livres, je dirais comme livres normaux. Et ça a fait 12 volumes de 1200 pages chacun. Chaque page étant plus grande qu'une page de la bibliothèque de la Pléiade, au moins une fois et demie. Vous pouvez faire le calcul. Vous voyez que il faut beaucoup de temps. Si quelqu'un veut lire ce que j'ai écrit, il faut pas mal de temps. Alors, ces œuvres, naturellement, ne sont pas... c'est déjà énorme, mais elles ne sont évidemment pas complètes. Pour toutes sortes de raisons. Premièrement, parce que je continue d'écrire quand même un peu. Je ne peux pas m'en passer. Deuxièmement, parce qu'il y a des choses qu'on retrouve, des textes que j'ai publiés dans des catalogues d'exposition ou dans des revues et que j'avais oubliés. Et puis, de temps en temps, il y a des gens qui les retrouvent. Et puis, troisièmement, parce que ne sont pris dans ces œuvres complètes que les livres qui ressemblent vraiment à des livres habituels. Alors que j'ai publié, premièrement, de très nombreux entretiens avec des journalistes, des journalistes de toutes sortes de niveaux. Et pour publier l'ensemble de ces entretiens, si ça intéressait quelqu'un, ça ferait presque autant que les œuvres complètes, déjà. Oui, c'est vertigineux. Alors, je ne peux pas m'embarquer là-dedans. Je suis un peu écrasé par ce que j'ai déjà fait. C'est pourquoi, d'ailleurs, maintenant, je suis un peu fatigué, et puis j'estime que si j'avais quelque chose à dire, eh bien, étant donné tous ces milliers de pages, je devrais l'avoir dit déjà à peu près. Donc, il faut chercher dans ce qui est déjà publié. Mais je travaille maintenant, si on peut dire, dans le post-scriptum. Oui. Quand on a écrit une lettre, on va la mettre à la poste, et puis tout d'un coup, on s'aperçoit que c'est ce qui était le plus important, on a oublié de le dire, alors on ajoute un post-scriptum. Et maintenant, je travaille dans le post-scriptum. Mes œuvres complètes, c'est le scriptum, si vous voulez, et puis maintenant, je travaille dans le post-scriptum. Et alors, tout ce que je fais avec des peintres maintenant, et je fais beaucoup de choses encore, eh bien, c'est du post-scriptum. Et je suis extraordinairement reconnaissant à tous ces artistes de m'aider à survivre, vous voyez, d'entretenir une espèce de jeunesse d'écriture. Mais aujourd'hui, je ne prépare plus de romans, ni même de grands livres d'essais, je ne ferai pas de grands recueils, ou même de grands recueils de poèmes. J'avais commencé un projet d'œuvres complémentaires, après les œuvres complètes, donc les œuvres complémentaires. Et puis, finalement, maintenant, je préfère faire quelques œuvres complémentaires plutôt que de les rassembler. Si ça a de l'intérêt, alors il y aura des gens, des universitaires, des chercheurs, etc., qui feront ce travail pour moi, qui le feront quand je serai mort, alors quand moi je ne pourrai plus le faire. Voilà. Oui? L'écriture ou la littérature pour vous, est-ce que c'est un moyen de chercher la réalité cachée dont vous parliez tout à l'heure? Oui, la littérature, comme la peinture, comme la musique, etc., comme toutes ces activités, c'est un moyen de chercher la réalité. Pour beaucoup de gens, l'art, c'est une façon de fuir la réalité. Mais ça, c'est une illusion, parce que la réalité dont on nous parle en général, c'est une illusion. Vous voyez ?
mon petit russe vivait dans une illusion, puisque ce petit russe ne savait pas qu'à Kiev, on parlait ukrainien. Vous voyez ? Donc, il vivait dans une illusion qui était entretenue par tout un système politique extrêmement violent. Donc, évidemment, nous vivons dans des systèmes politiques un peu moins violents, heureusement pour nous, maintenant, mais il y a des menaces. Donc, il faut bien se dire que nous vivons dans un monde d'illusions. Et donc, l'art, la littérature, etc., cherchent justement à nous conduire à ce qui est derrière ces illusions, à nous montrer, disons, les manipulateurs, les charlatans, nous montrer comment on nous trompe. Alors donc, tout ce que je fais, c'est pour essayer de retrouver la réalité perdue. Et parce qu'il n'y a que de cette façon-là que nous pouvons arriver à la paix. Autrement, si nous restons dans ces illusions, si nous nous enfermons dans ces illusions, la guerre est inévitable. Et moi, vous voyez, j'ai passé mon enfance dans la guerre, hein, mon adolescence dans la guerre. Je suis né en 1926 et donc j'ai vécu toute l'occupation allemande à Paris quand j'avais entre 12 et 18 ans. Alors, et depuis, étant donné cette éducation, si vous voulez, donc je suis toujours aux aguets. Et je sais que la guerre n'a jamais cessé depuis ce moment-là. Il y a toujours eu de la guerre quelque part. Et des guerres souvent horribles. La guerre est toujours horrible, bien sûr, mais autrefois on disait que la guerre était le théâtre du courage, etc. Bon, le moment où se révélait la noblesse. Bon. Donc maintenant, tout ça, c'est plus vrai du tout. Hein. Et là aussi, nous vivons dans des mensonges. Alors, maintenant, donc, j'essaie avec ce que j'écris, j'essaie de promouvoir la paix, d'arriver à la paix. Et pour arriver à la paix, il faut s'appuyer sur une réalité plus solide que celle à laquelle nous croyons d'habitude. Alors, on peut se demander en quoi, à première vue, on peut se demander en quoi ceci promeut la paix. Mais, d'abord, il ne faut pas que ça se voie trop vite. Parce que si ça se voit trop vite, on vous empêche de le faire. Donc, il faut que les choses arrivent progressivement. Et puis, si ça se voit pas trop vite, alors les gens travaillent. Et donc, ça les pénètre beaucoup plus profondément. Bon. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a encore une dernière question, mais c'est la dernière, parce que l'heure tourne. Oui, oui. Pour risque de faire fuir le public, Oui. je vais vous parler d'une découpe. Tu peux nous montrer ce tableau. Parler d'une propriété mathématique de la fameuse ligne dont parlait Michel. Oui, alors. On va le voir, pour le montrer. Je ne sais pas si les gens. Regardez bien, c'est ce tableau. Il y a une ligne de découpe. Non, vous voyez. Il y a une ligne de découpe, évidemment, qui est là sur le trait. Et il y a une partie blanche, qui est en fait une partie noire, qui a découpé. Et en fait, c'est absolument remarquable, il n'y a que deux parties qui sont absolument complémentaires. Regardez bien. Pas ici. Ici, regardez. Quand vous prenez, autrement dit, la propriété mathématique, ça s'appelle la connexité. Autrement dit, vous prenez un point de la partie blanche, un autre point n'importe où la partie blanche,
et vous pouvez le joindre avec une ligne, sans lever votre crayon. D'accord? Ici, vous voyez que vous ne pouvez pas le faire. Parce que vous prenez un point ici et un point ici, ici vous coincez, vous êtes obligé de passer la partie noire. Regardez bien ce découpage. Vous pouvez prendre un point ici, un point là, et je vous jure, je pense que si je ne me suis pas trompé, vous pouvez aller de ce point-là, en restant toujours dans la partie blanche, sans lever votre crayon. Sans lever votre crayon. Autrement dit, vous voyez, ici, quand on fait la découpe, il y a ce que Michel a très bien expliqué, le positif et le négatif. Il y a un positif et un négatif. Il n'y a pas deux. D'accord? C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, dans la découpe, ce petit morceau-là, hop, il est à part. D'accord? Ce morceau-là, regardez, ça va assez loin. Cette partie blanche, ça fait une deuxième partie. C'est bien que je ne peux pas aller d'ici et ici par une seule ligne. D'accord? Et je suis obligé de passer dans le noir. Regardez celui-là, une seule ligne, deux parties qui se complètent l'une l'autre sans absolument avoir, quand vous faites des découpages, vous savez, vous avez plusieurs petits morceaux qui vous restent. Non, là, que deux parties. Regardez-le bien, à mon avis, c'est assez remarquable. Voilà. Petite leçon de mathématiques. Voilà, topologie. Voilà, allez. Maintenant, vous pourrez regarder les œuvres, tout ça, et on est dans un ton assez bas, mais depuis la musique qui serait de là, nous a fait pour l'œuvre sur l'écran japonais. Enfin, merci beaucoup d'être là ce soir avec nous. Merci beaucoup, Michel Butor. C'était vraiment un grand plaisir de pouvoir vous écouter. Merci, Martipei, vraiment, d'avoir organisé tout ça. Et seulement vous rappeler que donc Michel Butor va être à la Fondation Tarpias à 19h mardi prochain. Et demain à Saint-Salari. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci.
Merci.